jusqu'où vous allez pour défendre la culture nationale et comment vous essayez de colorer ou de gauchiser une culture nationale. Je m'explique. Il y a un débat en France sur un peu l'histoire populaire nationale. Depuis quelques années, il y a des auteurs, une historienne, Zancarini Fournel, et un autre collègue, Gérard Noiriel, qui ont fait des histoires populaires de la France, qui ont très bien marché, en disant « Moi, je vais écrire une histoire de France, mais une histoire par en bas, des luttes sociales, des luttes de classe, etc. » Mais c'est une histoire nationale quand même. C'est une histoire populaire de la France, mais c'est la France. Donc vous êtes dans le cadre national, par exemple. Parce que, alors, comme me disait un ami éditeur en rigolant, si vous faites une histoire populaire de l'Europe, personne ne va l'acheter nulle part. Mais surtout pas en France. Parce qu'évidemment, spontanément, non mais c'est intéressant comme remarque d'éditeur, il dit l'identification du populaire va aller davantage avec la nation qu'avec l'Europe aujourd'hui. Bien, pour des raisons politiques, mais quand même, ça dit quelque chose. Et donc, je suis remonté toujours à la même époque pour voir comment il s'était posé la question. Parce qu'effectivement, les premiers à avoir fait ça. Parce qu'ils avaient en face le Kaiser, notamment en Allemagne, qui lui disait « Mais vous êtes des traîtres à la nation, vous voulez la solidarité avec les Français », ce qui est évidemment l'hérésie absolue à l'époque. Eh bien, vous n'êtes pas digne de l'histoire allemande, en quelque sorte. Bien. Et donc, eux, ce qu'ils vont faire pour dire « Si, nous sommes Allemands, nous sommes dignes aussi de l'histoire allemande, mais notre histoire à nous, c'est Thomas Münzer, c'est la guerre des paysans, Engels a écrit un ouvrage là-dessus, c'est 1848, c'est le peuple qui se mobilise, c'est les syndicats, tout ce que vous voulez, et donc ils vont s'efforcer d'écrire une histoire alternative. Alors, dit comme ça c'est sympathique pour ceux qui sont classés à gauche, parce que c'est en gros une histoire de gauche, progressiste, tout ce que vous voulez, mais là où c'est intéressant, c'est que eux, ce qu'ils font, c'est que c'est une histoire du peuple allemand, y compris avec ses ambivalences, parce qu'il y en a qui oublient les Tchèques, tout le monde, hein, du coup c'est le peuple allemand, c'est un peu plus dominant, si je peux dire. Mais là, on est au cœur du problème avec est-ce qu'on peut faire une histoire populaire du national? Et attendez, hein, c'est pas n'importe quoi ce qui se passe en 1819, en Allemagne, en Autriche. Parce que vous savez, les Français, ils me disent toujours « Ah, c'est grâce au Front populaire qu'on a les congés payés en 1936 ». C'est tout à fait vrai pour les Français. Mais vous savez qu'au niveau social, ça, les Français n'aiment pas du tout qu'on leur dise ça, je me permets, comme je ne suis pas en France. Toute une série d'acquis sociaux qui ont été acquis relativement tard en France ont été acquis, en fait, en Allemagne et en Autriche dès 1819, poussés par la vague révolutionnaire. Alors que tout cela ait été éliminé ensuite par les nazis dans les conditions les plus tragiques possibles est une autre question. Si vous me demandiez aussi pourquoi Hitler a pu écraser tout cela et pourquoi il a eu la volonté d'écraser tout cela, il y a de multiples raisons, mais c'est parce que ça avait été aussi très loin sur un plan social et politique, plus que la République française d'une certaine manière sur certains points. Il faut toujours avoir ça en tête. Et parmi des choses les plus symboliques, au-delà de Steinslegen, la constitution de Weimar et la constitution autrichienne reconnaîtront le droit de vote aux femmes, bien avant 1944 en France, par exemple. Donc tout ça, c'est important de le rappeler. Quand on est, entre guillemets, authentiquement socialiste au sens du 19e siècle, vous êtes plutôt pour que la souveraineté populaire s'exerce. C'est le sens de votre question. Et bien dans ce cas-là, il faut, moi à mon avis, considérer que le parlementarisme, avec ses contraintes, sa temporalité, ses limites, reste quelque chose, parce que je ne suis pas non plus insensible au fait qu'il ne faut pas non plus que tout aille trop vite tout le temps, sinon rien ne se passe, même pour les lois sociales, mais que ça pourrait être contrebalancé, et je reviens à Jaurès, Jaurès qui était pour comme une forte critique du Sénat, qui était pour le remplacer par une deuxième chambre plus démocratique, avec éventuellement des représentations des territoires, mais aussi des structures syndicales, de partir du travail. Vous savez, c'est ce qu'on appelait au début du XXe siècle la démocratie industrielle. De dire, vu l'importance qu'ont pris les industries, il faut que les processus démocratiques partent des lieux de travail, notamment des industries. Voyez ? Donc ça, ce n'est pas des idées idiotes. Et ça, parce que plutôt que de dire souveraineté populaire pour dire il faut que le peuple fasse ci, fasse ça, il faut quand même assez vite parler de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Et donc là, peut-être qu'il y aurait des options à reprendre sur des représentations des travailleurs qui seraient intégrées dans des institutions nationales. Alors, certains vont vous dire que ça va être de la bureaucratisation, de l'institutionnalisation. En tout cas, c'est une des pistes à explorer et ça vient vraiment de cette époque-là et je trouve que c'est d'une certaine manière plus moderne qu'à d'autres époques.